Et donc, la dernière fois, on s'était quitté sur les synapses. Alors, qui parle de synapses doit parler également de neurotransmetteurs. Ah, je suis bien dessus. Donc, de neurotransmetteurs. Et pendant cette première heure, nous allons regarder ensemble, voir et revoir certaines notions que vous connaissez déjà concernant ces neurotransmetteurs. Alors, on va commencer très simplement. Voilà les objectifs. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est simplement pour vous, à la fin du cours, pour vérifier si les notions que l'on a énoncées ici eh bien, vont être bien assimilées. Et nous allons commencer avec les neurotransmetteurs en commençant par la classification. Alors, s'agissant de classification, c'est très simple. Les neurotransmetteurs sont classés en deux principaux groupes, essentiellement en fonction de leur taille. Les premiers groupes constituent ce que nous appelons les petites molécules. Et on verra tout à l'heure les sous-classes de petites molécules faisant partie de la famille des neurotransmetteurs. Et le deuxième groupe eh bien, est constitué par les peptides. Et puisque nous sommes dans le cerveau, eh bien, ces peptides sont appelés des neuropeptides. Deux classes de neurotransmetteurs, les petites molécules et les grosses molécules qui sont des neuropeptides. Très simple. Commençons par les petites molécules. Ces petites molécules qui sont des neurotransmetteurs sont divisées en 4 classes. La première classe est constituée d'acides aminés ayant le rôle de neurotransmetteurs, bien sûr. La deuxième classe étant constituée de monoamines. La troisième classe étant constituée de catécholamines. Et enfin, la quatrième et dernière classe, qui est finalement de connaissances relativement récentes, qui date d'une quinzaine d'années seulement, eh bien, ce sont des gaz tels que le monoxyde d'azote ou bien le monoxyde de carbone, qui, aujourd'hui, doivent être considérés comme étant des neurotransmetteurs possibles. Voilà, vous voyez, concernant la nature de ces molécules, vous voyez que ce sont des molécules dont la taille est petite. Donc, c'est pour ça qu'elles sont rangées dans cette classe. Et nous allons maintenant lister, revoir ensemble le catalogue, simplement en essayant de comprendre les points essentiels de ces petites molécules qui ont un rôle de neurotransmetteur. Commençons par la première classe, les acides aminés. Eh bien, l'acide glutamique, qui est un acide aminé, eh bien, joue un rôle de neurotransmetteur tout à fait important, comme on le verra tout à l'heure. Cet acide glutamique, lorsqu'il est transformé sous l'action d'une enzyme qu'on appelle la décarboxylase de l'acide glutamique, le GAD, non pas El Malais, mais l'autre, eh bien, ça donne l'acide amino-gamma-butyrique ou encore le GABA. Et un autre acide aminé qui est la glycine, eh bien, peut également jouer le rôle de neurotransmetteur. Alors, ce qui est important s'agissant de neurotransmetteurs, c'est que à chaque fois que vous faites connaissance avec un nouveau neurotransmetteur, posez-vous la question pour savoir s'il est excitateur, à savoir s'il est capable d'entraîner un potentiel postsynaptique excitateur, d'entraîner une activation des neurones, ou bien s'il est au contraire inhibiteur. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que l'acide glutamique fait partie, et même le chef de file, des neurotransmetteurs excitateurs, alors que son produit, le GABA, eh bien, est considéré comme étant le chef de file des acides aminés neurotransmetteurs inhibiteurs. Ah, donc, deux neurotransmetteurs peuvent avoir des structures moléculaires très proches et pourtant avoir des effets physiologiques totalement opposés, comme le cas de l'acide glutamique et le cas du GABA. La glycine, quant à elle, eh bien, est un neurotransmetteur inhibiteur. Voilà ce qu'il faut retenir concernant les neurotransmetteurs qui sont également des acides aminés. Surtout l'acide glutamique,
ou bien encore glutamate, pour aller plus vite, et le GABA, l'un étant excitateur, l'autre étant inhibiteur. Maintenant, concernant les monoamines. Dans cette famille des monoamines, eh bien, on trouve en premier lieu l'acétylcholine, qui est formée à partir de deux précurseurs. Premièrement, l'acétyl-CoA, et deuxièmement, la choline, qui en se combinant sous l'effet de la choline acétyltransférase, va donner l'acétylcholine que nous connaissons bien. L'autre famille de monoamines est représentée par la sérotonine, encore appelée 5-HT. J'essaie de vous le vendre, le 5-HT, 5-hydroxytryptamine. On est le matin, donc je fais comme je peux pour vous réveiller. Donc 5-hydroxytryptamine, ou encore sérotonine. Cette sérotonine est dérivée du tryptophane, qui ensuite sera transformé en 5-hydroxytryptophane. Mais enfin, c'est surtout la sérotonine, ou encore 5-HT, qui joue le rôle de neurotransmetteur qui nous importe ici. Et enfin, l'histamine, neurotransmetteur, mais aussi molécule qui joue un rôle dans les phénomènes allergiques et inflammatoires. Dans le cerveau, eh bien, l'histamine joue un rôle de neurotransmetteur, et l'histamine fait partie de la famille des monoamines. Laquelle histamine dérive de l'histidine, comme on le voit ici. Voilà, concernant les monoamines, acétylcholine, sérotonine, histamine. Cette famille de monoamines, de neurotransmetteurs qui sont les monoamines, est très proche de la prochaine famille. Alors oui, tous les trois sont neuroexcitateurs. L'acétylcholine par excellence, pour des raisons que l'on verra à la fin de ce premier cours, de cette première heure de cours. La sérotonine également, et enfin l'histamine aussi. Donc, à côté de cette deuxième famille de neurotransmetteurs petites molécules qu'on appelle des monoamines, on va maintenant voir la troisième famille, qui est constituée par des catécholamines, que certains assimilent à la famille des monoamines pour des raisons purement chimiques. Alors, cette famille des catécholamines, elle est représentée ci-dessus. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme nous allons le voir, il va y avoir un certain nombre de neurotransmetteurs qui sont des catécholamines, qui sont importants, qui jouent un rôle physiologique et physiopathologique important. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces neurotransmetteurs eh bien, font tous partie d'une même voie métabolique, qui commence avec la tyrosine, qui sera transformée par une enzyme qu'on appelle la tyrosine hydroxylase, pour donner le dihydroxyphénylalanine, ou encore DOPA. Ce dihydroxyphénylalanine sera transformé sous l'effet de la décarboxylase des acides aminés pour donner la dopamine. La dopamine, ensuite, sera transformée par la dopamine bêta-hydroxylase pour devenir la norépinéphrine ou encore noradrénaline. Alors là-dessus, qu'est-ce qui est important à retenir? Non pas tant les noms des enzymes, nous ne sommes pas dans un cours de biochimie, mais surtout le fait que noradrénaline, comme la dopamine, comme la dopa, eh bien, font partie d'une même voie métabolique. Et que si nous avons des neurones dopaminergiques ou bien des neurones noradrénergiques, eh bien, la différence entre ces deux types de neurones vient simplement du fait que dans les neurones dopaminergiques, vous n'avez pas le dernier enzyme de cette chaîne, qui est la dopamine bêta-hydroxylase. Donc en fait, vous avez tous les enzymes permettant de transformer la tyrosine jusqu'à la dopamine, mais pas la dopamine bêta-hydroxylase, ce qui fait que la synthèse s'arrête à la dopamine. Et qu'en revanche, dans les neurones noradrénergiques ou adrénergiques, vous avez l'expression de la dopamine bêta-hydroxylase permettant la transformation de dopamine en noradrénaline. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Il suffit, c'est une histoire d'enzyme, et il y a
une enzyme de plus ou de moins, expliquant eh bien, la nature du neurone. Dans certains cas, c'est un neurone dopaminergique, dans d'autres cas, c'est un neurone noradrénergique. Bien sûr, vous vous rappelez probablement que dans la surrénale, il existe une enzyme qui est la phényléthanolamine N-méthyltransférase, qui n'est exprimée que dans la surrénale et qui permet la synthèse d'adrénaline. L'adrénaline n'étant synthétisée que dans la surrénale grâce à l'expression particulière de cette enzyme au niveau de cet organe. Donc, la première chose à retenir, c'est que dopamine comme noradrénaline font partie d'une même voie métabolique, que selon l'existence ou l'absence de l'expression des enzymes d'intérêt, vous allez avoir plutôt un neuromédiateur qu'un autre. La deuxième chose à retenir, c'est que certaines molécules, certaines substances qui inhibent eh bien, les enzymes transformant les enzymes de cette voie, eh bien, peuvent agir aussi bien sur la voie noradrénergique que la voie dopaminergique, puisque nous sommes ici face à deux neuromédiateurs qui font partie d'une même voie. Donc, on a vu déjà 3 des 4 classes des neuromédiateurs. La première petite molécule, la première classe, que sont des neuromédiateurs acides aminés. La deuxième classe, ce sont des monoamines. La troisième classe, ce sont des catécholamines. Et enfin, on regarde maintenant la quatrième et dernière classe de neuromédiateurs petites molécules, qui est représentée par le gaz monoxyde d'azote. Alors, ce monoxyde d'azote, comme vous le voyez ici, est synthétisé par le neurone postsynaptique. La synthèse du monoxyde d'azote se fait suite à la stimulation de cette enzyme qu'on appelle la NO-synthase, laquelle sera stimulée lorsque la concentration du calcium à l'intérieur de la cellule postsynaptique augmente, et ce calcium qui augmente va entraîner l'activation de la calmoduline. Donc, le complexe calcium-calmoduline va stimuler la NO-synthase qui va permettre la synthèse du NO. Et on se rappellera que ce complexe calcium-calmoduline eh bien, est formé à partir du calcium dont la concentration intracellulaire sera augmentée en réponse à un certain nombre d'événements, lesquels sont soit la libération du calcium à partir du réticulum endoplasmique, soit l'entrée du calcium à partir du milieu extracellulaire dans la cellule par l'intermédiaire des canaux calciques dépendant du voltage. En tout état de cause, pour qu'il y ait synthèse du monoxyde d'azote, il faut, et notamment au niveau des neurones, il faut absolument qu'il y ait une élévation de la concentration intracellulaire du calcium. C'est surtout le calcium qui va rentrer dans la cellule par l'intermédiaire des canaux voltage dépendants, qui est important ici. Ces canaux voltage, comme leur nom indique, ces canaux sont des canaux dépendants de la différence de potentiel transmembranaire, et ces canaux vont être activés lorsque la cellule postsynaptique est activée par la cellule présynaptique. Et c'est là où on va voir intervenir le glutamate, neurotransmetteur excitateur, que l'on a vu tout à l'heure, qui sera libéré à partir des vésicules présynaptiques. Ce glutamate va venir se fixer sur les récepteurs dits de type NMDA, pour N-méthyl-D-aspartate, qui sont des récepteurs canaux répondant à la stimulation du glutamate. Et ces récepteurs NMDA, une fois activés par le glutamate, eh bien, sont également des canaux calciques, permettant ainsi l'entrée de calcium à l'intérieur de la cellule.
cette entrée de calcium par l'intermédiaire des canaux NMDA, eh bien, va entraîner une dépolarisation membranaire, laquelle entraînera secondairement la naissance soit du potentiel d'action, soit une dépolarisation suffisante pour ouvrir les canaux calciques dépendant du voltage. Et donc là, le calcium va pouvoir rentrer massivement à l'intérieur de la cellule, activer la NO-synthase, donner lieu à la synthèse du monoxyde d'azote. Voilà la séquence d'événements aboutissant à la synthèse du NO. Sur cette voie, simplement 2 choses à retenir. Le reste, eh bien, vous le retiendrez lorsque vous travaillez sur la biologie du NO. Concernant la neurophysiologie, simplement 2 choses à retenir. La première, vous la connaissez, et la seconde, on va le voir ensemble. Quelle est, d'après vous, la première chose à retenir concernant la synthèse du NO? L'entrée du calcium. C'est l'entrée du calcium qui détermine, eh bien, la synthèse du NO. La deuxième chose à retenir, qui me semble absolument fondamentale, c'est ce NO qui est un gaz et qui va pouvoir diffuser à travers la barrière constituée par la membrane cellulaire. Donc le NO va diffuser à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, en bas et en haut. Enfin partout. Une diffusion radiaire, une diffusion du NO. Et dans cette diffusion radiaire, il y a cette capacité de diffusion rétrograde, ou encore de rétrodiffusion, qui va permettre au NO d'aller agir sur la cellule présynaptique, celle-là même qui a permis la synthèse du NO. Hein, ça, c'est la deuxième chose à retenir. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que avant, jusqu'à la date de la découverte de ce gaz, eh bien, les gens ont toujours considéré les neurotransmetteurs comme étant des molécules synthétisées, empaquetées dans les vésicules, libérées au niveau de la fente synaptique et dont le but est d'aller stimuler la cellule post-synaptique, celle qui se trouve au-delà de cette rive constituée par la fente synaptique. Et que la communication, parce que nous sommes dans un cadre de communication cellulaire, ne se fait que dans un sens, du sens pré-synaptique vers le sens post-synaptique. Maintenant, avec ce gaz, qui joue le rôle de neurotransmetteur, vous avez la possibilité de moduler l'action du neurone présynaptique. Et on le verra dans 3 cours, que cet effet, cette capacité de rétrodiffusion jouée par le NO, eh bien, joue un rôle tout à fait important dans les phénomènes de mémorisation et dans le phénomène que l'on appelle la potentialisation à long terme. Mais ça, on le verra lorsqu'on fera le cours sur les mécanismes de la mémoire. Pour l'instant, retenez ces 2 choses. NO étant un gaz, pour sa synthèse, il faut qu'il y ait du calcium dans la cellule. Et ce NO, puisqu'il est un gaz, il est capable de diffuser partout, certes, aller vers la cellule postsynaptique, mais également vers la cellule présynaptique. Une autre cellule postsynaptique, celle qui se trouve en aval de celle-ci, mais également en allant vers la cellule présynaptique. Voilà tout concernant les neurotransmetteurs, qui sont des petites molécules. Maintenant, nous allons lister simplement les neuropeptides, donc des neurotransmetteurs dont la taille est plus importante que ceux que l'on a vus jusqu'à maintenant. Alors voilà une liste de peptides synthétisés par les neurones, et c'est pour cela que le titre de cette diapositive est neurotransmetteurs et neurohormones. Ce sont des neuropeptides, parmi lesquels, eh bien, certains vont jouer le rôle de transmission du signal nerveux, donc de neurotransmetteurs, et je vais en citer quelques peptides, la substance P,
que l'on verra demain, lorsque l'on fera le cours sur la neurophysiologie de la transmission du signal douloureux. Le VIP, le peptide vaso-intestinal, qui joue également un rôle de neurotransmetteur. La méthencéphaline et la leuencéphaline, que l'on reverra aussi demain. Et la bêta-endorphine, que l'on verra aussi demain. Les encéphalines, les endorphines, comme la substance P, sont des neuropeptides qui contrôlent la sensation douloureuse. Certains vont inhiber, d'autres vont favoriser cette sensation douloureuse ou encore nociception. Voilà quelques peptides qui jouent le rôle de neurotransmetteurs, qui sont capables. Alors, la définition des neurotransmetteurs, vous la connaissez comme moi, mais il ne faut jamais l'oublier. Ce sont simplement des molécules capables d'entraîner une modification du potentiel de membrane post-synaptique. Les autres neuropeptides, puisque les neurones ont le droit de synthétiser des substances qui ne jouent pas, qui n'ont pas un rôle dans la dépolarisation ou bien dans l'hyperpolarisation, eh bien les autres neuropeptides sont, par exemple, l'arginine vasopressine, l'AVP, ou encore l'ocytocine. Eh bien, ces peptides-là, synthétisés par des neurones, et notamment des neurones de l'hypothalamus, vont être libérés dans le sang, emportés par ce sang pour aller agir à la périphérie, et donc jouer le rôle d'hormones. Et c'est pour cela que ces neuropeptides sont également appelés des neurohormones. Voilà quelques exemples de neuropeptides qui sont des neurotransmetteurs et de neuropeptides qui sont des neurohormones. Alors maintenant, nous allons voir une diapositive qui me semble importante, puisque cette diapositive va nous préciser les conditions pour une molécule trouvée dans un neurone. Imaginez que vous n'ayez rien à faire et que vous fassiez joujou avec un neurone. Donc vous regardez les... faites toujours faire joujou avec ces neurones, c'est bien. Vous regardez les capacités de synthèse de ce neurone et puis vous trouvez une molécule. Et puis vous allez vous poser la question, est-ce que la molécule que vous venez de découvrir eh bien, est un neurotransmetteur? Et quels sont les critères donc, pour une molécule découverte au niveau des neurones pour que cette molécule-là soit considérée comme un neurotransmetteur? Cette molécule, cette substance chimique doit, premièrement, être présente dans le neurone présynaptique. C'est la moindre des choses. Donc, il faut que vous puissiez la mettre en évidence dans le neurone présynaptique. Deuxièmement, il faut que cette molécule puisse être libérée du neurone présynaptique lors de la dépolarisation. Ce qui veut dire que la libération des neurotransmetteurs doit être un phénomène contrôlé. Ça ne peut pas être un phénomène permanent, automatique, incontrôlé. Et le contrôle ici est exercé par l'arrivée du potentiel d'action, la dépolarisation et l'entrée de calcium que l'on a vu la dernière fois. Donc il faut que la libération de cette molécule dépende de la dépolarisation de la membrane présynaptique. La troisième condition, bien sûr, il faut que la molécule que vous venez de découvrir reproduise l'effet physiologique produit par la stimulation du neurone présynaptique. Hein, je me fais bien entendre ici. Vous découvrez une substance chimique. Et puis vous vous dites que cette substance chimique-là est probablement un neurotransmetteur et c'est peut-être le neurotransmetteur responsable de l'effet observé
sur le neurone postsynaptique. Alors, le neurone postsynaptique, l'effet observé, c'est simplement une variation du potentiel de membrane. On est d'accord. Cette variation du potentiel de membrane, ce potentiel postsynaptique, qu'il soit excitateur ou bien inhibiteur, eh bien, va naître suite à la stimulation du neurone présynaptique. Donc, vous stimulez le neurone présynaptique, vous faites naître un potentiel d'action dans le neurone présynaptique, vous observez, vous enregistrez le potentiel postsynaptique et vous observez le type de potentiel postsynaptique que vous avez. On est d'accord. Maintenant, vous découvrez la molécule. Là, vous ne faites plus rien naître du tout dans le neurone présynaptique. Vous ajoutez la molécule dans votre système expérimental. Vous ajoutez simplement la molécule. Donc, il n'y a pas de dépolarisation du neurone présynaptique. L'ajout de la molécule doit faire naître les mêmes variations du potentiel postsynaptique précédemment observé. C'est ce que veut dire cette troisième phrase. Et enfin, quatrième et dernier critère, la substance doit être neutralisée par des mécanismes d'inactivation au niveau de la synapse. Un neurotransmetteur, quel qu'il soit, eh bien, ne peut pas vivre indéfiniment. Il faut que son existence soit soumise à des mécanismes de régulation et notamment des mécanismes d'inactivation, comme on le verra en toute fin partie de cette première heure de cours. Voilà les 4 mécanismes nécessaires pour affirmer qu'une substance chimique découverte au niveau des neurones, eh bien, répondent aux critères d'un neurotransmetteur. Alors, il faut dire que ces critères-là ont été énoncés à l'époque où on ne connaissait pas encore le monoxyde d'azote et le monoxyde de carbone comme étant des neurotransmetteurs possibles. Ce sont des critères qui ont été énoncés essentiellement pour des neurotransmetteurs petites molécules ou bien des neuropeptides contenus dans des vésicules présynaptiques. Essayons maintenant de voir si, par exemple, le monoxyde d'azote répond à ces critères. Alors, est-ce que le NO est présent dans le neurone présynaptique? Non et oui, parce qu'en fait, tout est relatif. Dans la représentation schématique que l'on voit dans les livres ou bien que je vous ai montré, vous avez 2 neurones. Il y en a un qui dit c'est moi le premier, c'est moi qui suis avant, près, et c'est toi, celui qui se trouve après. Mais il suffit d'inverser le rôle. L'autre qui dit oui, peut-être, mais si c'est moi qui synthétise le premier, c'est moi le neurone présynaptique. Donc la notion de pré et de post, c'est quelque chose de tout à fait relatif. Et de toutes les façons, le neurone postsynaptique, quand bien même on le considère comme postsynaptique, il est toujours un neurone présynaptique d'un autre neurone. D'accord? On est toujours un près de quelqu'un, un post de quelque chose. Donc en fait, le NO peut être considéré comme étant présent dans le neurone, certes postsynaptique par rapport au glutamate qui a permis la synthèse du NO, mais qui est présynaptique par rapport à l'autre neurone qui se trouve après. Est-ce que le monoxyde d'azote est libéré du neurone qu'il a synthétisé lors de la dépolarisation? Oui. Puisque c'est l'entrée de calcium qui fait suite à la dépolarisation induite par le glutamate qui entraîne la libération, la synthèse et la libération du NO. Donc, le NO répond bien à cette deuxième phrase. Est-ce qu'il reproduit l'effet physiologique produit par la stimulation du neurone présynaptique? On va dire oui, on va pas rentrer dans le détail, on pourra le faire un petit peu plus tard. Est-ce qu'il est neutralisé par des mécanismes d'inactivation au niveau de la synapse? Ce sera également oui, parce que le NO étant un gaz extrêmement réactif, il est rapidement, il peut se combiner rapidement avec des molécules et donc son effet physiologique va disparaître rapidement au niveau des neurones. Donc, selon ce qu'on vient de voir, le NO, le monoxyde d'azote, répond bien aux critères classiques de neurotransmetteurs. Donc, on a vu les critères des neurotransmetteurs. Maintenant, nous allons
voir deux exemples de neurotransmetteurs dans le détail. Le premier étant constitué par l'acétylcholine au niveau du système nerveux central et le deuxième par la noradrénaline. Alors d'abord, l'acétylcholine. Monoamine, stockée dans des vésicules présynaptiques, comme on le voit ici. L'arrivée d'un potentiel d'action va dépolariser la membrane, le bouton synaptique, entraînant l'ouverture des canaux calciques dépendant du voltage, l'entrée de calcium, permettant aux vésicules de venir se fusionner à la membrane présynaptique et permettant ainsi la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Voilà la séquence classique. La libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique va donner lieu à deux types de conséquences. En d'autres termes, cette acétylcholine va connaître plusieurs destinées possibles. La première conséquence, celle que tout le monde retient, c'est la stimulation du récepteur postsynaptique et donc l'effet que cette stimulation fera sur la cellule postsynaptique. Mais la deuxième conséquence qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est la possibilité pour l'acétylcholine d'agir sur son autorécepteur ou encore le récepteur présynaptique. Cet autorécepteur ou encore récepteur présynaptique joue un rôle inhibiteur de rétrocontrôle permettant d'entraîner une hyperpolarisation et donc l'arrêt de l'entrée du calcium à l'intérieur de la cellule et donc l'arrêt de la libération d'acétylcholine. Voilà, donc le message essentiel de cette diapositive, c'est les deux possibilités pour ce neurotransmetteur qu'est l'acétylcholine d'agir certes sur le neurone postsynaptique et donc entraîner l'effet physiologique désiré, mais également cette possibilité de rétrocontrôle négatif en se fixant sur l'autorécepteur présynaptique, lequel, lorsqu'il est stimulé par l'acétylcholine, va permettre l'arrêt de la libération de l'acétylcholine. Voilà concernant les effets de l'acétylcholine. Maintenant, cette acétylcholine, une fois qu'il est libéré, une fois qu'il aura agi à la fois sur le récepteur postsynaptique et sur le récepteur présynaptique, eh bien, que va-t-il devenir? On l'a vu tout à l'heure, le quatrième critère, c'est qu'un neurotransmetteur ne sera neurotransmetteur que lorsqu'il est soumis à des mécanismes de dégradation. Eh bien, on va voir maintenant les mécanismes de dégradation de l'acétylcholine. Le premier mécanisme qu'il faut connaître, c'est la destruction par hydrolyse enzymatique par cette enzyme qu'on appelle l'acétylcholine estérase, qui est localisée sur la membrane postsynaptique et qui va scinder l'acétylcholine en acétate et en choline. Donc l'acétylcholine sera donc scindée en choline et en acétate. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'acétate sera éliminé alors que la choline sera à la fois éliminée, mais surtout sera captée par le neurone présynaptique pour être réutilisée. Ça fait partie du nouveau programme de développement durable, donc on récupère la choline pour le recycler. Et la choline sera donc recaptée par le neurone présynaptique grâce à l'intermédiaire des transporteurs membranaires. Et une fois que la choline rentre dans le neurone présynaptique, il sera réutilisé pour synthétiser de l'acétylcholine de nouveau sous l'effet
Alors, ce phénomène de recapture est un phénomène qui nécessite de l'énergie et donc qui dépend de la consommation d'ATP. Donc en résumé, pour l'acétylcholine, le bouton synaptique, et nous allons revoir ensemble les différentes étapes de la vie de l'acétylcholine. Alors l'acétylcholine, la vie de l'acétylcholine commence avec sa naissance, c'est-à-dire sa synthèse à partir de la choline et de l'acétyl-CoA, sous l'effet de cette enzyme qu'on appelle la choline acétyltransférase, enzyme qui se trouve dans la cellule présynaptique. L'acétylcholine sera ensuite libérée dans la fente synaptique. Elle sera hydrolysée, comme on l'a vu tout à l'heure, par l'acétylcholine estérase, enzyme qui se trouve sur la membrane du neurone post-synaptique. Recapture de la choline dans le neurone présynaptique. Et on va terminer par deux exemples, l'un pathologique, l'autre physiopathologique. Le rôle des organophosphorés qui sont des composantes des gaz moutardes, qui sont des gaz très utilisés pendant la Première Guerre mondiale, avec des effets mortels, ou bien des insecticides, qui contient également des organophosphorés, eh bien, ce rôle pathologique de ces organophosphorés est d'inhiber l'acétylcholine estérase, donc empêcher la dégradation de l'acétylcholine. L'acétylcholine ainsi va se fixer indéfiniment sur les récepteurs, entraînant ainsi la paralysie des muscles. Et cette paralysie, eh bien, va entraîner l'arrêt de la respiration, l'asphyxie et donc la mort de l'individu. Donc les organophosphorés sont des inhibiteurs de l'acétylcholine estérase. Et le rôle physiopathologique, c'est l'existence des auto-anticorps qui vont être dirigés contre les récepteurs de l'acétylcholine, des récepteurs nicotiniques, les récepteurs qui se trouvent sur la membrane post-synaptique. Au niveau de la jonction musculaire, comme on va le voir dans la diapositive suivante. Donc on retiendra de cette diapositive le rôle de deux enzymes. L'une qui permet la synthèse de l'acétylcholine, qui est l'acétylcholine, la choline acétyltransférase. L'autre qui va permettre la dégradation de l'acétylcholine, qui est l'acétylcholine estérase. Ces dernières étant la cible des organophosphorés, qui les inhibent, et donc qui empêchent l'acétylcholine d'être dégradée. Alors que dans une maladie que vous verrez un petit peu plus tard, qui est la myasthénie, eh bien, c'est une maladie auto-immune avec l'existence d'auto-anticorps dirigés contre le récepteur nicotinique, donc contre le récepteur post-synaptique de l'acétylcholine. Alors pourquoi le fait d'avoir des auto-anticorps dirigés contre ces récepteurs nicotiniques entraîne les symptômes de la myasthénie? Voilà un bouton présynaptique avec la libération de l'acétylcholine et la liaison de cette acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques, permettant l'influx sodique, dont l'entrée de l'ion sodium, dans le muscle et permettant la contraction de ce muscle. Bien sûr, puisque nous sommes ici au niveau de la jonction neuromusculaire. Dans la myasthénie, vous avez l'existence d'auto-anticorps qui vont venir se lier
aux récepteurs nicotiniques. Ces auto-anticorps vont faire deux choses. Premièrement, ils empêchent l'acétylcholine de se fixer. Mais surtout, deuxièmement, cette ligation des auto-anticorps sur les récepteurs va permettre ce phénomène qu'on appelle l'endocytose par récepteur, donc la disparition de ces récepteurs nicotiniques de la surface membranaire. Donc une diminution du nombre des récepteurs nicotiniques, expliquant ainsi la diminution de l'effet stimulant de l'acétylcholine sur la cellule postsynaptique. En fait, la myasthénie se caractérise essentiellement par une faiblesse musculaire croissante au fur et à mesure que l'on répète un mouvement. Et cette faiblesse musculaire est simplement l'impossibilité pour le muscle de se contracter. Et ce muscle ne peut pas se contracter tout simplement à cause de la diminution du nombre de récepteurs nicotiniques. Les récepteurs de l'acétylcholine, vous les connaissez. Ils sont au nombre de deux. Il y a deux familles de récepteurs. La première est constituée par les récepteurs nicotiniques, qui sont également stimulés par la nicotine. La deuxième famille est constituée par les récepteurs muscariniques, également stimulés par la muscarine. Les récepteurs nicotiniques peuvent se trouver soit au niveau du muscle squelettique, du muscle strié, soit au niveau du neurone postsynaptique. Et on le verra dans la prochaine diapositive que les récepteurs nicotiniques, en fait, sont des canaux sodiques. Les récepteurs muscariniques, quant à eux, se trouvent au niveau des neurones, bien sûr, mais aussi au niveau du muscle lisse, en périphérie. Et la biologie moderne a permis d'identifier 5 types de récepteurs muscariniques différents, notés de M1 jusqu'à M5. Les récepteurs muscariniques, quel que soit le sous-type, sont des récepteurs couplés à une protéine G, à 7 domaines transmembranaires. Voilà une représentation du récepteur nicotinique que vous connaissez. C'est un canal qui va permettre l'entrée de sodium, comme on le voit ici. Ce canal est constitué de 5 sous-unités, avec 2 sous-unités alpha sur lesquelles vont venir se fixer 2 molécules d'acétylcholine et qui sont également la cible des auto-anticorps dans la myasthénie. Et c'est pour cela que le fait que les auto-anticorps ciblent ces unités alpha empêche la liaison de l'acétylcholine. Et puis, les 3 autres sous-unités sont bêta, gamma et delta. La fixation de l'acétylcholine sur les sous-unités d'alpha va permettre l'ouverture de ce canal sodique et donc l'entrée de sodium à l'intérieur de la cellule. Autrement dit, une dépolarisation, une activation de la cellule postsynaptique. Le récepteur muscarinique est un récepteur couplé à une protéine G et je vais vous parler du récepteur muscarinique de type M2 qui, lui, est couplé à la protéine GI et donc l'activation de cette protéine GI va certes entraîner l'activation de la sous-unité alpha, mais également du dimère bêta-gamma, lequel dimère bêta-gamma va venir activer un canal potassique. Et c'est pour cela que l'activation du récepteur muscarinique de type M2 va entraîner une sortie du potassium, en d'autres termes, une hyperpolarisation. Et c'est pour cela qu'il faut retenir que l'acétylcholine, lorsqu'il se fixe sur un récepteur nicotinique, il entraîne un potentiel postsynaptique excitateur, alors que lorsqu'il se fixe sur un récepteur
muscarinique de type M2, il va entraîner plutôt un potentiel post-synaptique inhibiteur. On termine ce premier cours sur les récepteurs avec les récepteurs sur les neuromédiateurs, avec les neuromédiateurs qui est la noradrénaline. Alors la noradrénaline, comme pour l'acétylcholine tout à l'heure, sera libérée du neurone présynaptique suite à l'arrivée du potentiel d'action, l'entrée du calcium, etc. Cette noradrénaline va ensuite se fixer soit sur des récepteurs postsynaptiques, et ce sera des récepteurs de type alpha 1 ou bien de type bêta, alors que le récepteur présynaptique pour le système adrénergique sera toujours le récepteur de type alpha 2. Lesquels récepteurs alpha 2 seront les récepteurs alpha 1 comme alpha 2 comme bêta, ce sont des récepteurs couplés à une protéine G. Tous les récepteurs adrénergiques sont des récepteurs couplés à une protéine G. Alpha 1 étant plutôt couplé à GQ, donc va entraîner plutôt une entrée de calcium, une libération de calcium, pardon, du réticulum endoplasmique, alors que bêta est couplé soit à GS, donc bêta est plutôt couplé à GS, pardon, alors que alpha 2 est couplé à GI. Alpha 2 étant couplé à GI va plutôt entraîner une hyperpolarisation par l'ouverture des canaux potassiques, comme pour le récepteur M2 de tout à l'heure. La dégradation du noradrénaline se fait, comme pour l'acétylcholine tout à l'heure, se fait soit par l'intermédiaire d'une enzyme qu'on appelle la catéchol O-méthyltransférase, le COMT, ou bien la noradrénaline peut être recaptée par la cellule présynaptique. Et dans cette cellule présynaptique, soit la noradrénaline sera réutilisée, soit sera dégradée par une enzyme qu'on appelle la monoamine oxydase, que l'on ne voit pas ici, qui est cachée par ceci, par une enzyme qu'on appelle la monoamine oxydase, MAO. MAO. Alors, sur cette dernière diapositive, je vais simplement terminer en disant trois choses. Si vous voulez augmenter la transmission nerveuse au niveau d'une voie soit catécholaminergique, c'est-à-dire dopaminergique ou bien adrénergique, soit simplement monoaminergique, c'est-à-dire sérotonine, acétylcholine ou bien histamine. Vous avez plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est d'utiliser des inhibiteurs des enzymes qui dégradent. On est d'accord. Et c'est ainsi que l'on peut utiliser les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase pour traiter la myasthénie, pour augmenter la concentration d'acétylcholine au niveau de la fente synaptique, et donc pour améliorer l'efficacité de la transmission cholinergique. Et c'est ainsi que vous pouvez également utiliser des inhibiteurs du COMT pour favoriser la transmission dopaminergique. Puisque, vous vous rappelez, noradrénaline comme dopamine font partie d'une même voie métabolique. Et on le verra vers le coup de midi, lorsque vous et moi sommes complètement fatigués, eh bien, on peut traiter une maladie telle que la maladie de Parkinson, qui se caractérise par une diminution de la transmission dopaminergique, en donnant des inhibiteurs du catéchol au méthyltransférase, afin d'augmenter la transmission dopaminergique. D'accord ? Donc, vous pouvez augmenter la transmission nerveuse au niveau
d'une voie nerveuse donnée, soit en utilisant des inhibiteurs de l'enzyme, des enzymes qui dégradent. Vous pouvez également donner des inhibiteurs des enzymes qui dégradent au niveau de la fente synaptique, mais également des enzymes qui dégradent le neurotransmetteur dans la cellule présynaptique. Et ainsi, on peut donner des IMAO, des inhibiteurs de la monoaminoxydase, dans des pathologies notamment psychiatriques, pour favoriser la transmission sérotonique, par exemple, dans certaines maladies psychiatriques. Vous verrez cela un petit peu plus tard. Les inhibiteurs de la monoaminoxydase. Et enfin, vous pouvez utiliser des inhibiteurs des transporteurs membranaires pour empêcher la recapture, donc pour toujours augmenter la concentration du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Et ces inhibiteurs des transporteurs membranaires sont surtout utilisés à l'heure d'aujourd'hui dans le traitement des dépressions, puisque les inhibiteurs des transporteurs de la sérotonine sont prescrits dans ce cadre-là, afin d'augmenter la concentration de sérotonine dans la transmission sérotoninergique, dont la défaillance est, pense-t-on, à l'origine de certains types de dépression. Donc, différents mécanismes, inhibiteurs d'enzymes qui dégradent au niveau de la fente synaptique, inhibiteurs d'enzymes qui dégradent au niveau de la cellule présynaptique, ou bien simplement des inhibiteurs de la recapture, des inhibiteurs du transporteur membranaire. Voilà, on va faire une pause, et puis ensuite on va reprendre un petit peu plus tard.